Pour mes 30 ans, ma famille m'a offert un cadeau spécial. C'était un avis d'expulsion de ma propre maison. J'ai savouré ma vengeance le jour de leur mariage. Je vais vous raconter comment, le jour de mes 30 ans, ma propre famille m'a offert un cadeau spécial. En l'ouvrant, j'ai découvert un avis d'expulsion de la maison de mon enfance, la maison que j'avais passé 5 ans à rénover de mes propres mains. Ils pensaient que j'allais m'effondrer, que j'allais abandonner la maison de ma grand-mère. Ils avaient tort. J'ai souri, j'ai attendu mon heure, et le jour du mariage de ma cousine, celle qui avait tout orchestré, j'ai savouré ma vengeance. Voici comment j'ai transformé leur plan parfait en leur pire cauchemar. Avant de plonger dans les détails de cette histoire incroyable, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. C'est fascinant de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager. Maintenant, revenons à ce fameux jour. Le soleil de septembre filtrait à travers les grandes fenêtres de mon atelier, au rez-de-chaussée de la maison. Une fine poussière dorée dansait dans les rayons, une poussière qui sentait bon le bois de chêne, la cire d'abeille et la patience. J'étais en train de passer la dernière couche de vernis sur un fauteuil Louis XVI que je restaurais depuis des semaines. Je m'appelle Elara, et mon métier, ma passion, c'est de redonner vie aux meubles anciens. Cet atelier, cette maison sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon, ce n'était pas juste un lieu de vie. C'était mon sanctuaire, mon héritage, l'âme de ma grand-mère qui continuait de vivre à travers chaque poutre et chaque latte de parquet que j'avais moi-même poncé. Ma vie entière était entre ces murs. À l'étage, dans le jardin baigné de lumière, les rires fusaient. C'était mon 30e anniversaire. Ma mère, mon père, mon frère Bastien, ma cousine Coralie, toute la famille était là. L'ambiance était légère, pleine de promesses. J'étais heureuse, vraiment heureuse, entourée de ceux que je pensais aimer, dans le lieu que j'aimais le plus au monde. Après le gâteau, ma mère s'est approchée avec une grande enveloppe cartonnée à la main, un sourire radieux sur le visage. Ouvre celui-ci, ma chérie. C'est un cadeau spécial, de nous tous. C'est une étape importante pour ton avenir. Ces mots, je m'en souviens encore. Ils résonnent en moi, teintés d'une ironie amère, presque cruelle. Je m'attendais à des billets d'avion pour Florence, peut-être un bon pour un week-end de Thalasso. J'ai déchiré le papier avec l'excitation d'une enfant. Mes doigts ont sorti un document officiel, épais, froid. En haut de la page, en lettres grasses et noires, 2 mots qui ont gelé le sang dans mes veines, avis d'expulsion. Le monde s'est arrêté. Les rires se sont tus, remplacés par un silence assourdissant. Mes mains tremblaient. Je n'arrivais pas à respirer. J'ai relu. Mon nom. L'adresse de ma maison. Un délai de 30 jours pour quitter les lieux. C'était un cauchemar. Une blague de mauvais goût. Mais le sceau officiel en bas de la page était bien réel. J'ai levé les yeux, cherchant une explication, une lueur de compréhension. C'est là que j'ai vu Coralie. Elle avait ce petit sourire en coin, un mélange de fausse compassion et de triomphe à peine dissimulé. Elara, je sais que c'est un choc, a-t-elle commencé de sa voix mielleuse. Mais c'est pour ton bien. Le marché immobilier est au plus haut, c'est une décision financière intelligente pour la famille. Nous sommes tous inquiets pour toi, pour ta capacité à entretenir une si grande propriété. Mon père a détourné le regard, marmonnant son accord comme un automate. Ma mère a esquissé un geste vers moi, avant de se raviser, les mains jointes comme pour une prière. Bastien, mon grand frère, mon protecteur de toujours, était figé dans un coin, le visage blême, incapable de croiser mon regard. Sa lâcheté me criait au visage. Ma meilleure amie, Manon, a bondi à mes côtés, arrachant presque le papier de mes mains. Mais vous êtes complètement fou? C'est sa maison. Elle a tout mis ici, son argent, son temps, son âme. L'air est devenu électrique. Les masques sont tombés. Leurs visages familiers étaient devenus ceux d'étrangers. Je n'étais plus dans ma maison, entourée de ma famille. J'étais sur un champ de bataille, face à une armée d'inconnus. Dans ce moment précis, j'ai compris. Ce n'était pas une décision financière. C'était une trahison. Une exécution. Ma famille n'existait plus. Il ne restait que des ennemis avec des visages familiers.
Et une guerre que je n'avais pas choisie, mais que j'étais bien décidée à gagner. Le lendemain matin, la maison était imprégnée d'un silence de mort. Les guirlandes et les confettis de la veille semblaient être les vestiges d'une vie qui n'était plus la mienne. Manon avait insisté pour rester, dormant sur le canapé comme à l'époque de nos études. Sa présence silencieuse était une bouée de sauvetage dans l'océan de trahison qui m'entourait. Assise dans mon atelier, au milieu de mes outils et de mes œuvres inachevées, je me sentais vide. Chaque objet, chaque meuble me rappelait les heures de travail, l'amour que j'avais investi ici. Un amour que ma propre famille venait de jeter à la poubelle, le jour de mon anniversaire. Tu dois les appeler, m'a dit doucement Manon en me tendant une tasse de café fumant. Tu dois comprendre. Ou au moins, les entendre s'enfoncer dans leurs mensonges. Elle avait raison. J'ai composé le numéro de ma mère, le cœur battant à tout rompre, et j'ai activé le haut-parleur. Elle a répondu à la première sonnerie, sa voix mêlée de larmes et d'une culpabilité presque palpable. « Et Lara, ma chérie? Je suis tellement désolée de la façon dont ça s'est passé. Épargne-moi tes excuses, maman. Je veux savoir pourquoi. Je veux savoir quelles sont ces inquiétudes dont parlait Coralie. Je veux des faits. » Il y a eu un long silence, seulement brisé par ses sanglots étouffés. Puis, elle a soupiré, un son fragile et lointain. Coralie nous a montré des documents. Des plaintes du voisinage pour le bruit de ton atelier, des avertissements de la mairie pour des travaux non autorisés. Elle a dit que tu étais endetté, que tu prenais des risques, que tu allais tout perdre. Nous voulions seulement te protéger, t'éviter l'humiliation d'une faillite. Chaque mot était un coup de poignard. Des plaintes? Mes voisins m'apportaient des brioches le dimanche. Monsieur Pagnol, juste à côté, disait que le son de mes outils le berçait. Des travaux non autorisés? J'avais passé des mois à obtenir chaque permis, chaque autorisation. Mon dossier à la mairie était un monument de bureaucratie, impeccable et en règle. Je veux voir ces documents, ai-je exigé, ma voix tremblante de rage contenue. Envoie-les-moi. Maintenant. Je ne les ai pas. Coralie s'est occupée de tout. Elle a dit qu'il valait mieux ne pas t'inquiéter avec la paperasse. Bien sûr. Coralie. La sainte patronne des âmes inquiètes. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse ajouter un autre mensonge. Mon esprit tournait à toute vitesse. C'était donc ça, son plan. Me faire passer pour une irresponsable, une incapable, une artiste maudite au bord du gouffre. C'était diabolique, et ça avait marché. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Un message de Bastien. Retrouve-moi au café du coin dans 20 minutes. Seul. Je l'ai trouvé dans une alcôve sombre, le visage creusé. Il n'a pas osé me regarder dans les yeux tout de suite. Il a commencé par s'excuser, me disant qu'il avait appris la nouvelle la veille seulement, et que nos parents lui avaient fait jurer de se taire, lui disant que c'était une « surprise » pour m'aider. « Et tu les as crus ?» ai-je demandé, ma voix glaciale. « Et Lara, je te le jure » a-t-il insisté, levant enfin les yeux. La honte y était palpable. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose de louche. La semaine dernière, j'ai surpris une conversation de Coralie au téléphone. Elle parlait de « valeurs foncières », de « potentiel de réaménagement du quartier ». Et devine qui est son fiancé, Armand? C'est un promoteur immobilier. Un des plus gros de Lyon. Mon sang s'est glacé. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, formant une image hideuse. Et ce n'est pas tout, a continué Bastien en sortant son téléphone. Maman m'a transféré les fameux « documents » de Coralie pour que je sois « convaincue ». Regarde. Il m'a montré les photos. Des lettres à en-tête de la mairie, mais le logo était légèrement différent, pixelisé. Des signatures de voisins que je connaissais par cœur, mais la boucle du « L » de Monsieur Pagnol était maladroitement imitée. C'étaient des faux. Des faux grossiers. La rage a fait place à une détermination froide. Ce n'était pas seulement une tentative de me voler ma maison. C'était une conspiration, soigneusement planifiée, impliquant un conflit d'intérêts massif et de la fraude. En regardant les faux documents, j'ai compris que pour battre Coralie, je ne devais pas seulement prouver mon innocence. Je devais prouver sa culpabilité. Et je venais de trouver ma première arme.
Le mensonge allait être son poison. Les faux documents de Bastien étaient un début, mais j'avais besoin de plus. J'avais besoin de la preuve originale, de la source du mensonge, de l'arme qui anéantirait leur plan. C'est là que Manon a eu une idée de génie. Attends. J'ai une amie, Delphine, qui travaille au service de l'urbanisme à la mairie de Lyon. On ne se parle pas souvent, mais elle déteste l'injustice. Ça vaut le coup d'essayer. L'idée était risquée. Si Coralie avait des contacts, fouiner à la mairie pouvait se retourner contre nous. Mais nous n'avions pas le choix. Le temps jouait contre nous. Manon a appelé Delphine, lui expliquant la situation de manière vague mais pressante. Delphine a hésité. Elle risquait son poste, sa carrière. Finalement, touchée par l'injustice flagrante, elle a accepté de nous rencontrer discrètement pendant sa pause déjeuner, dans un petit café anonyme près de l'hôtel de ville. L'atmosphère était tendue. Delphine était nerveuse, jetant des regards par-dessus son épaule à chaque fois que la porte s'ouvrait. « Je ne peux vous donner que 15 minutes, a-t-elle chuchoté, remuant son expresso avec une cuillère tremblante. Je lui ai raconté toute l'histoire, sans omettre un détail, lui montrant sur mon téléphone les photos des faux documents. Son visage s'est durci. En tant que fonctionnaire intègre, elle haïssait ce genre de manipulation. « Laissez-moi voir ce que je peux trouver, a-t-elle dit. Donnez-moi le nom du fiancé de votre cousine. Armand, comment? Nous avons attendu, le cœur battant, pendant qu'elle tapait sur sa tablette professionnelle, connectée au réseau interne de la mairie. Son expression a changé. Elle a froncé les sourcils. Oh là là! C'est pire que ce que vous pensez. Elle a tourné l'écran vers nous. Et là, sous mes yeux, le plan diabolique de Coralie s'est étalé dans toute son horreur. Il y avait bien un dossier de développement pour mon adresse. Pas un petit projet de rénovation. Un projet de démolition et de reconstruction. Les plans détaillés d'un immeuble de luxe de 6 étages, avec des appartements hors de prix et des balcons en verre. Le demandeur, la société de promotion immobilière d'Armand. La date de dépôt de la demande préliminaire, il y a 3 mois. Bien avant mon anniversaire. Bien avant les prétendues plaintes. C'était prémédité. Mon estomac s'est noué. Mais le pire était à venir. En annexe, il y avait une autorisation signée pour une étude de faisabilité du terrain, autorisant les géomètres de la société d'Armand à entrer sur ma propriété. Et les signatures en bas de la page étaient celles de mes parents. Mon père. Ma mère. Ils étaient complices depuis le début, même s'ils l'ignoraient. Coralie leur avait sans doute présenté ça comme une simple formalité pour évaluer la maison. Et pour couronner le tout, le cachet du notaire qui avait certifié les signatures appartenait à l'étude du père de Coralie. C'était une affaire de famille. Une conspiration familiale pour me détruire. Delphine a rapidement transféré les fichiers sur une clé USB sécurisée et nous l'a tendue sous la table. Ne dites à personne que ça vient de moi. Bonne chance. Vous en aurez besoin. Je suis sortie du café, aveuglée par la rage. Je ne suis pas rentrée chez moi. J'ai conduit directement chez mes parents. Je les ai trouvés dans le salon, avec Coralie. Elle était en train de leur montrer des échantillons de carrelage sur une tablette, pour une future cuisine moderne. Sans un mot, j'ai jeté la clé USB sur la table basse. Branchez ça. Regardez. Coralie a tenté de protester, mais il était trop tard. Bastien, que j'avais prévenu, était déjà là et a inséré la clé dans l'ordinateur portable. Les plans de l'immeuble de luxe sont apparus à l'écran, en 3D. Le visage de mes parents s'est décomposé. Qu'est-ce que ça veut dire, Coralie? A balbutié ma mère. C'est une simple projection, pour évaluer le potentiel, a rétorqué Coralie, paniquée. J'ai pointé l'écran du doigt. Et ça? C'est une projection aussi? Je leur ai montré l'autorisation signée. Papa, maman, vous vous souvenez d'avoir signé ça? Vous vous souvenez d'avoir signé l'arrêt de mort de la maison de votre propre mère? Mon père s'est levé, le visage rouge de colère et d'humiliation. Ça suffit, Lara. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Coralie nous aide. Tu es ingrate. Il ne me croyait pas. Même avec la preuve sous les yeux, il choisissait de croire au mensonge.
C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais pas seulement en guerre contre ma cousine. J'étais en guerre contre l'aveuglement et la lâcheté de ma propre famille. Je suis parti, le cœur en miettes, mais l'esprit plus clair que jamais. J'étais seul dans cette bataille. Franchement, si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous continué à vous battre, même contre vos propres parents, ou auriez-vous abandonné? Dites-le-moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse vraiment. La confrontation chez mes parents m'avait laissé un goût amer. J'avais les preuves, mais la vérité ne semblait pas suffire face à des années de manipulation. Coralie, sentant le vent tourner et son influence sur mes parents faiblir, a décidé de passer à la vitesse supérieure. Elle n'allait plus seulement essayer de me voler ma maison, elle allait essayer de me voler ma réputation, ma place dans la communauté que j'aimais tant. Tout a commencé par un message de Manon, un simple lien vers une page Facebook. Va voir le groupe du quartier. Tout de suite. Mon cœur s'est serré. Le groupe, les Amis de la Croix-Rousse, était habituellement un espace bienveillant, où l'on échangeait des conseils de jardinage et où l'on signalait les chats perdus. C'était le cœur numérique de notre village urbain. Ce jour-là, mon nom, ou plutôt ma maison, était en première page. Un nouveau membre, sous le pseudonyme Voisine Inquiète 7, venait de publier un long message. Le texte était un chef-d'œuvre de manipulation, un poison distillé ligne par ligne. Il parlait d'une « nouvelle nuisance » dans le quartier. Il décrivait des « bruits de machines à des heures impossibles », faisant croire que je travaillais la nuit. Il se plaignait d'odeurs de produits chimiques s'échappant d'un atelier de restauration, insinuant que je mettais en danger la santé publique. Il allait même jusqu'à mentionner des « allées et venues suspectes » le soir, des « fêtes bruyantes » le week-end, peignant le portrait d'une marginale irrespectueuse. Le message ne me nommait pas directement, mais il décrivait mon adresse, mon métier, ma vie avec une précision chirurgicale. C'était moi. C'était une caricature monstrueuse de ma réalité. Les commentaires ont commencé à pleuvoir. Certains, me connaissant, me défendaient, mais beaucoup exprimaient leur inquiétude. Ah oui, j'ai entendu du bruit la semaine dernière, des produits chimiques? C'est dangereux pour nos enfants. Il faudrait peut-être faire une pétition? Coralie avait planté une graine de méfiance, et elle germait à une vitesse effrayante dans le terreau fertile de l'anonymat d'Internet. Le lendemain, l'impact était tangible. En allant chercher mon pain, j'ai croisé Madame Fournier, qui d'habitude m'arrêtait toujours pour me demander des nouvelles de mes dernières restaurations. Elle a baissé les yeux et a accéléré le pas. Le boucher m'a servi froidement, sans le mot gentil habituel. Je n'étais plus Elara, la petite fille de l'ancienne propriétaire, l'artisane qui sauvait de vieux meubles. J'étais devenue la nuisance. J'étais seule, non seulement contre ma famille, mais maintenant aussi contre mon propre quartier. Le sentiment d'isolement était total, écrasant. J'avais l'impression que les murs de ma propre ville se refermaient sur moi. Ce soir-là, alors que je songeais à tout abandonner, à vendre et à partir loin de cette toxicité, on a sonné à ma porte. C'était Monsieur Pagnol, mon voisin de 80 ans, qui habitait là depuis avant ma naissance. Il tenait une petite boîte de calissons d'ex, mes préférés. J'ai lu les bêtises sur cet internet, a-t-il dit de sa voix rocailleuse. Ne vous laissez pas abattre par les corbeaux. Votre grand-mère serait fière de vous et de ce que vous faites de cette maison. Le bruit de votre atelier, c'est le bruit de la vie, de l'artisanat. C'est bien plus agréable que le silence des maisons vides. Puis il a sorti son vieux téléphone à clapet et m'a montré un commentaire qu'il venait de dicter à sa petite fille pour qu'elle le publie. Il y décrivait la jeune femme travailleuse et respectueuse que j'étais, et qualifiait la publication anonyme de « calomnie lâche et méprisable ». Son geste a été comme un détonateur. D'autres vrais voisins, ceux qui me connaissaient vraiment, ont commencé à prendre ma défense, à raconter des anecdotes sur ma gentillesse, sur l'aide que je leur avais apportée. La publication de « Voisine Inquiète 7 » a été inondée de messages de soutien pour moi. Le plan de Coralie s'était retourné contre elle. La gentillesse de Monsieur Pagnol a ravivé la flamme en moi. Coralie avait fait une erreur monumentale. Elle pensait pouvoir me briser en m'isolant. Mais elle avait sous-estimé la force d'une communauté soudée, et elle avait surtout sous-estimé ma détermination. Elle voulait une guerre totale? Très bien. Il était temps que je choisisse mon propre champ de bataille et mes propres armes.
Et ma prochaine cible était l'homme qui finançait tout ce cirque, Armand. Attaquer Armand de front était risqué. C'était un homme d'affaires puissant, le genre d'homme habitué à ce que tout le monde dise « oui », entouré d'une armée d'avocats. Je ne pouvais pas me permettre la moindre erreur. J'ai passé 2 jours à faire des recherches sur lui, sur sa société, sur ses habitudes, sur ses interviews où il parlait d'éthique et de développement respectueux. Une hypocrisie qui me donnait la nausée. J'ai découvert qu'il déjeunait tous les jeudis dans un célèbre bouchon lyonnais, chez Georges, souvent accompagné de sa jeune sœur, Inès, qui était également directrice financière et membre du conseil d'administration de l'entreprise familiale. Elle était la gardienne de l'image de la société. C'était ma seule chance. Le jeudi suivant, j'ai mis ma plus belle tenue, une robe sobre mais élégante, celle qui me donnait le plus confiance en moi. Manon m'a accompagnée, non pas pour parler, mais pour être un soutien silencieux. Le restaurant était chic, feutré, un monde à des années-lumière de mon atelier rempli de sueur. Nous les avons vus, attablés dans une alcôve, en pleine discussion animée. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai avancé d'un pas assuré, traversant la salle sous le regard des autres clients. J'ai attendu une pause dans leur conversation. Monsieur, mademoiselle, excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Elara. Nous devons parler. Armand m'a regardé avec surprise et une irritation non dissimulée. Mais c'est Inès qui a réagi le plus vivement. Son regard était vif, intelligent et froid. Nous sommes en plein déjeuner. Qui êtes-vous pour nous interrompre de la sorte ? Je suis la propriétaire de la maison que votre société s'apprête à démolir en se basant sur des documents frauduleux, ai-je lâché, calmement, en la regardant droit dans les yeux. Le visage d'Inès s'est fermé. Je crois que vous faites erreur. Si mon frère s'intéresse à une propriété, c'est que tout est en ordre. Vous n'êtes probablement qu'une locataire mécontente qui cherche à obtenir une compensation. Non, ai-je insisté, sans la quitter du regard. Je suis la propriétaire. Et voici la procédure en ordre dont vous parlez. J'ai sorti de mon sac une copie du dossier de la mairie. Pas les faux de Coralie, les vrais. Le projet de démolition. L'autorisation signée par mes parents sous de faux prétextes. Le nom du père de Coralie comme notaire. J'ai tout étalé sur la nappe blanche, entre la corbeille de pain et les verres à vin. Armand est devenu blême. Il a tenté de rassembler les papiers, mais Inès a été plus rapide. Elle a pris les documents. Je l'ai observée attentivement. C'était une femme d'affaires, habituée à lire des contrats, à déceler les failles. J'ai vu son expression passer de l'agacement à la confusion, puis à une lueur d'inquiétude, et enfin à une colère froide. « Armand, qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé à son frère, sa voix soudainement plus basse, plus tranchante. Il a commencé à bafouiller, parlant de « procédure standard », de « mandat de la famille », de « simple évaluation ». J'ai décidé de ne pas l'attaquer, mais de m'adresser directement à Inès. Je ne viens pas ici pour faire un scandale. Je viens vous demander si c'est comme ça que votre famille fait des affaires. Le nom de votre grand-père est sur la façade de votre entreprise. Pensez-vous qu'il serait fier de voir ce nom associé à la manipulation de personnes âgées, à la fraude et au mensonge pour raser un morceau du patrimoine de Lyon ? Cette phrase a touché une corde sensible. J'ai vu un conflit dans ses yeux. La loyauté envers son frère contre l'intégrité de leur nom de famille. Elle s'est levée brusquement. Ce déjeuner est terminé. Armand, nous partons. Elle m'a regardé une dernière fois, un regard indéchiffrable. Je vais examiner cela. Puis ils sont partis, me laissant avec Manon dans un silence pesant. Avais-je réussi ? Ou venais-je de me faire un ennemi encore plus puissant ? J'ai passé le reste de la journée et la soirée dans une angoisse terrible, sursautant à chaque notification de mon téléphone. Vers 23 heures, alors que j'avais presque perdu tout espoir, un email est arrivé. Expéditeur, Inès. L'objet était laconique, vous aviez raison. Mon cœur a fait un bond. J'ai ouvert l'email. Il n'y avait qu'une seule pièce jointe. Un fichier audio. C'était l'enregistrement d'un message vocal que Coralie avait laissé à Armand quelques semaines plus tôt. Sa voix, enjouée et cruelle, disait « Ne t'inquiète pas pour les parents, chérie.
Ils sont tellement paniqués à l'idée qu'Elara finisse à la rue qu'ils signeraient n'importe quoi pour la sauver. Ils sont d'une naïveté touchante, n'est-ce pas? J'avais enfin une preuve irréfutable de la manipulation. J'avais une alliée. En écoutant la voix de ma cousine, je savais que j'avais enfin les munitions pour riposter. Mais en me créant une alliée, je ne savais pas encore que j'avais aussi poussé ma cousine, acculée, à devenir infiniment plus dangereuse. L'enregistrement audio d'Inès était une arme puissante, mais ce n'était que le début. Au cours des jours suivants, elle m'a envoyé, au compte-gouttes et via des adresses e-mail cryptées, d'autres éléments. Des bribes de mails entre Armand et Coralie où ils discutaient de la stratégie de persuasion à adopter avec mes parents. Des notes de réunion où le projet Croix-Rousse était mentionné comme un projet pilote pour le réaménagement agressif du quartier. Chaque nouvel élément était une pièce de plus à mon dossier, mais aussi un clou de plus dans le cercueil du plan de ma cousine. Je sentais que l'étau se resserrait. Et apparemment, Coralie aussi. La réponse ne s'est pas fait attendre. Elle n'a pas été subtile. Elle a été brutale. Une nuit, j'ai été réveillée en sursaut par un bruit assourdissant. Un fracas de verre brisé qui a déchiré le silence de la nuit, suivi du son mat d'un objet lourd heurtant le parquet. J'ai sauté de mon lit, le cœur battant à tout rompre. Pendant un instant, j'ai été paralysée par la peur. Était-ce un cambrioleur? Ou pire? J'ai attrapé le pied de chaise le plus lourd de mon atelier et j'ai descendu les escaliers à tâtons, la peur au ventre. Dans le salon, la lumière de la lune éclairait une scène de chaos. La grande fenêtre qui donnait sur le jardin était en miettes. Des éclats de verre recouvraient le sol comme une neige mortelle. Et au milieu, posé sur mon tapis persan, il y avait une brique. Je me suis approchée, tremblante. Un morceau de papier blanc était enroulé autour de la brique, maintenu par un élastique. D'une main hésitante, je l'ai déroulé. 3 mots y étaient écrits en lettres capitales, tracés avec un marqueur rouge sans « dernier avertissement ». La peur, froide et paralysante, m'a envahi. Ce n'était plus un jeu de documents et de manipulation psychologique. C'était une menace physique. C'était une violation de mon espace, de ma sécurité, de mon sanctuaire. J'ai appelé la police. 2 agents sont arrivés 1 heure plus tard, l'air las et peu intéressé. J'ai tout expliqué, le conflit familial, les faux documents, la menace. J'ai montré le message. Ils ont pris des notes, ont examiné la fenêtre cassée avec la pointe de leur stylo. Il n'y a pas de témoins, pas d'empreintes exploitables, a conclu l'un d'eux en bâillant. Écoutez, madame, ce genre de conflit familial, ça arrive tout le temps. Le mieux que vous puissiez faire, c'est de demander une ordonnance restrictive contre votre cousine. Sans preuve formelle de qui a jeté la brique, on ne peut rien faire. L'impuissance. C'était pire que la peur. La justice, l'ordre, la protection, tout cela semblait être une illusion. J'étais seule. La loi ne me protégerait pas. J'ai envoyé une photo de la brique et du mot à Inès et Bastien. Inès m'a appelé immédiatement, sa voix habituellement si calme était chargée de panique. Elara, ça va trop loin. Coralie est en train de perdre pied. J'ai entendu dire qu'elle essayait de convaincre Armand d'accélérer le calendrier, de finaliser les contrats avant le mariage. Elle devient imprévisible et dangereuse. Faites attention à toi. C'est là, au milieu des débris de ma fenêtre et de mes illusions perdues, que la décision a été prise. Il ne fallait plus attendre. Il ne fallait plus rassembler des preuves en secret. Il fallait frapper. Frapper fort, en public, là où elle ne s'y attendrait pas, là où tous les masques tomberaient. Le dîner de répétition du mariage, ai-je dit à Inès, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. C'est dans 3 jours. Tous les investisseurs, toute la famille, tous les partenaires d'Armand seront là. C'est là que tout doit éclater. Un silence. Puis la voix d'Inès, redevenue calme et déterminée. C'est risqué. Mais c'est notre seule chance. Je serai là. Quand j'ai raccroché, la peur avait disparu. Remplacée par une colère froide, une résolution absolue. En jetant cette brique, Coralie n'avait pas seulement brisé ma fenêtre. Elle avait brisé la dernière parcelle de peur qui me retenait. Elle venait de me donner la force de faire ce qui devait être fait. Elle avait signé son propre arrêt de mort.
Les 2 jours qui ont précédé le dîner de répétition ont été les plus longs de ma vie. Je vivais sur les nerfs, sursautant au moindre bruit, vérifiant 3 fois que portes et fenêtres étaient bien fermées. J'ai passé des heures au téléphone avec Maître Valois, une avocate spécialisée en droit immobilier que Manon m'avait recommandée. Ensemble, nous avons méticuleusement organisé toutes les preuves qu'Inès m'avait fournies, préparant une chronologie implacable de la conspiration. Le jour du dîner, je suis rentrée chez moi en début d'après-midi après un dernier rendez-vous avec l'avocate. J'avais besoin de quelques heures de calme, de me ressourcer dans mon sanctuaire avant la tempête. En approchant de la maison, j'ai senti un malaise. La porte d'entrée, que j'étais certaine d'avoir verrouillée, était entr'ouverte. Pas grande ouverte, juste un interstice. Assez pour faire naître une peur glaciale dans ma poitrine. J'ai appelé Bastien, lui demandant de venir tout de suite, et je suis entrée avec une prudence de loup, le cœur battant à tout rompre. L'intérieur était silencieux. Trop silencieux. Rien ne semblait avoir été volé. Mais l'atmosphère était différente, souillée. J'ai monté les escaliers, inspectant chaque pièce. C'est dans le salon que j'ai vu. Ce n'était pas un cambriolage. C'était un message. Sur les murs que j'avais passé des semaines à repeindre, des croix rouges avaient été tracées à la bombe de peinture. Des X-I2 sur mes meubles restaurés, sur les photos de mes grands-parents, sur le plan de travail de la cuisine. C'était une profanation. Ils marquaient leur territoire, me montrant ce qu'ils allaient détruire. Mais le pire n'était pas là. Au milieu de la pièce, sur le parquet que j'avais moi-même vitrifié, se trouvait un petit tas de bois et de métal tordu. J'ai mis quelques secondes à comprendre. C'était la boîte à musique de ma grand-mère. Un petit objet en marqueterie que j'avais mis des mois à restaurer, mon tout premier projet quand j'étais adolescente. Son mécanisme délicat, sa douce mélodie. C'était le cœur de mes souvenirs d'enfance. Elle avait été piétinée, écrasée, réduite en miettes. Un cri étranglé est sorti de ma gorge. C'était un acte d'une cruauté pure, calculée. Coralie savait ce que cette boîte représentait. Elle ne s'attaquait plus à la propriétaire, elle s'attaquait à la petite fille. Elle s'attaquait à ma mémoire, à mon amour pour ma grand-mère. C'est à ce moment-là que Bastien est arrivé, me trouvant à genoux au milieu du salon, tentant de rassembler les morceaux brisés. Il est devenu livide. Son téléphone a sonné. C'était notre mère, en pleurs. Maman vient d'avouer, a dit Bastien, la voix brisée. Coralie est passée ce matin. Elle a pleuré, a dit que tu la détestais, que tu essayais de ruiner son mariage. Elle a supplié maman de lui donner la clé de rechange, juste pour déposer une surprise de réconciliation. Maman a refusé. Mais Coralie a vu où elle la rangeait, dans le vieux pot de fleurs sur la terrasse. La manipulation. Jusqu'au bout. Je me suis relevée, les mains écorchées par les débris. La douleur dans ma poitrine était immense, un gouffre. Mais sous la douleur, une nouvelle force émergeait. Une force née du sacrilège. Je me suis souvenue de ma grand-mère me donnant cette boîte, des années auparavant. Elle m'avait dit, prends en soin, ma chérie. La musique, c'est ce qui reste quand tout le reste a disparu. Coralie n'avait pas seulement détruit un objet. Elle avait essayé de détruire la musique en moi. Elle avait essayé de briser mon cœur. Mais elle ne comprenait pas que, tout comme les meubles anciens que je restaure, les choses brisées peuvent être réparées. Et elles deviennent souvent plus fortes, plus précieuses, précisément là où elles ont été cassées. Ce soir, j'allais lui montrer à quel point j'étais devenue forte. Le reste de l'après-midi s'est écoulé dans un brouillard de rage et de préparation. J'ai nettoyé le désordre, chaque croix rouge effacée étant une promesse de vengeance. J'ai soigneusement rassemblé les restes de la boîte à musique, les plaçant dans une boîte en velours. Ce n'étaient plus des débris, c'étaient des pièces à conviction. Alors que le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de Lyon de teintes orangées et violettes, Inès m'a envoyé un dernier élément. Le plus accablant de tous. Regarde ça. Caméra de surveillance du parking de notre siège social. Hier après-midi. J'ai cliqué sur le lien. La vidéo, granuleuse mais claire, montrait Coralie en pleine discussion animée avec son propre père. On ne pouvait pas entendre le son, mais le langage corporel était explicite. Son père semblait inquiet,
agitant les mains, secouant la tête. Coralie, elle, était autoritaire, presque menaçante. À un moment donné, elle a sorti un stylo et un document de son sac, le poussant vers son père, qui a fini par signer, l'air résigné et malheureux. Inès avait ajouté une note, mon service de sécurité a réussi à améliorer l'audio. Elle le force à contresigner un document antidaté, probablement pour couvrir la fraude du notaire. Écoute bien la fin. L'audio était de mauvaise qualité, mais on pouvait entendre la voix de son père, c'est trop risqué, Coralie, si ça se sait. Et la réponse de Coralie, glaciale, papa, arrête de t'inquiéter. Il suffit de tenir jusqu'à demain soir. Après le dîner de répétition, plus rien de tout ça n'aura d'importance. Tout sera terminé. Après le dîner, tout sera terminé. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête. Que voulait-elle dire? Quel plan avait-elle prévu pour que tout devienne sans importance? Une certitude glaçante s'est installée en moi, la soirée à venir n'était pas seulement une confrontation, c'était une course contre la montre. La nuit est tombée. J'étais en train de choisir la tenue que j'allais porter, une armure pour la bataille à venir, quand j'ai entendu un bruit discret sur le perron. Mon premier réflexe a été la peur. Mais en regardant à travers le judas, j'ai vu la silhouette de ma mère s'éloigner rapidement dans la pénombre. Sur le paillasson, elle avait laissé une petite boîte en velours, exactement comme celle où j'avais mis les restes de la boîte à musique. Mon cœur s'est serré. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, reposant sur un coussin de satin usé, se trouvait le médaillon en or de ma grand-mère. Le bijou de famille le plus précieux. Celui que Coralie avait toujours convoité. Une note était glissée à côté, elle aurait voulu que tu l'aies. Pardonne-moi. J'ai pris le médaillon dans ma main. Il était encore chaud du contact de ma mère. En l'ouvrant, j'ai vu la minuscule photographie de ma grand-mère, souriant fièrement devant cette même maison, le jour où elle l'avait achetée. Et soudain, un souvenir m'est revenu, un souvenir que j'avais enfoui. Le jour où ma grand-mère m'avait donné ce médaillon. J'avais peut-être 10 ans. Elle nous avait réunis, Coralie et moi. Coralie avait immédiatement réclamé le bijou, parlant de sa valeur, de son éclat. Mais ma grand-mère avait secoué la tête. Elle s'était tournée vers moi et avait dit, « Je le confie à celle qui chérit l'histoire qu'il contient, pas seulement l'or dont il est fait. » Ce jour-là, j'avais vu une lueur de haine pure dans les yeux de Coralie. Je comprenais maintenant. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou d'immobilier. C'était une vengeance vieille de 20 ans. J'ai attaché le médaillon autour de mon cou. Ce n'était plus un simple bijou. C'était un symbole. Un rappel de ce pourquoi je me battais. Ce n'était pas seulement pour des murs et un toit. C'était pour une histoire, une mémoire, un héritage. Et personne, surtout pas Coralie, n'allait me l'enlever. Le restaurant choisi pour le dîner de répétition était l'un des plus huppés de Lyon, un établissement étoilé avec vue sur Fourvière. L'atmosphère était électrique, un mélange de champagne, de conversations d'affaires et de faux-semblants. Coralie, resplendissante dans une robe blanche, était le soleil autour duquel tous les invités gravitaient. Armand, à ses côtés, jouait parfaitement son rôle de fiancé charismatique et puissant. Ils étaient le couple parfait, au sommet de leur monde. Un monde construit sur des mensonges. J'étais assise à une table assignée, entre Bastien et Manon. Inès était à la table principale, son visage un masque de froide courtoisie. Maître Valois, mon avocate, était également présente, invitée par Inès en tant que conseillère financière. Chaque personne avait son rôle à jouer. J'ai senti le poids du médaillon de ma grand-mère contre ma peau, une encre dans la tempête. J'ai regardé tous ces visages souriants, ces investisseurs qui trinquaient à un projet immobilier qui allait détruire ma vie, ces membres de ma famille qui m'avaient trahi. Ils étaient tous les acteurs inconscients de la pièce qui allait se jouer. Je me sentais comme une metteuse en scène s'apprêtant à faire tomber le rideau. Vous êtes prêts? Parce que le spectacle va commencer. Le moment est venu des discours. Le père d'Armand s'est levé, a parlé de l'union de deux grandes familles, de l'avenir brillant qui les attendait. Puis ce fut au tour du père de Coralie, qui a loué l'intelligence et l'ambition de sa fille. C'était presque comique. Puis, avant qu'Armand ne puisse prendre la parole, je me suis levée. Un silence s'est fait.
Tous les regards se sont tournés vers moi. Pardonnez-moi d'interrompre, ai-je commencé, ma voix claire et stable. Mais en tant que cousine de la mariée, j'aimerais moi aussi porter un toast. Coralie m'a fusillé du regard, mais devant tous ces invités importants, elle ne pouvait rien faire. Elle a esquissé un sourire crispé. J'ai levé mon verre. Je lève mon verre à Coralie et Armand. À leur projet commun. Un projet basé sur des fondations, si solides. Un projet qui illustre parfaitement leur vision des affaires et de la famille. Mon ton était juste assez ironique pour semer le doute. Pendant que je parlais, sur un signal de ma part, Manon, Bastien et Inès se sont levés et ont commencé à distribuer discrètement des chemises cartonnées à chaque table. Pas à tout le monde. Juste aux personnes clés, les investisseurs, les membres du conseil d'administration, mes parents. Coralie a blêmi. Et Lara, ce n'est ni le moment ni le lieu. Au contraire, Coralie, ai-je poursuivi, ma voix gagnant en puissance. C'est exactement le moment et le lieu. Car dans ces chemises, chers invités, vous ne trouverez pas le menu du mariage. Vous trouverez le vrai projet d'Armand et Coralie. Un murmure a parcouru la salle. Les gens ont commencé à ouvrir les chemises. À l'intérieur, une copie du projet de démolition, la preuve de la fraude du notaire, les transcriptions des emails, et l'enregistrement audio de la voix de Coralie se vantant de manipuler mes parents. Vous y trouverez la preuve d'une conspiration pour expulser une femme de sa propre maison par la fraude, la manipulation et l'intimidation, ai-je continué, marchant lentement vers le centre de la pièce. Vous y découvrirez comment le nom d'une entreprise respectable a été utilisé pour un projet basé sur des faux et des menaces. Armand s'est précipité vers moi. C'est une affaire privée. La fraude n'est jamais privée, a rétorqué Maître Valois, se levant à son tour. J'ai sorti mon téléphone. Et pour ceux qui douteraient encore, voici la future mariée, il y a 2 jours, en train de discuter de la finalisation de son plan. J'ai projeté sur le grand écran derrière moi la vidéo de surveillance du parking. La salle était plongée dans un silence de mort, seulement brisé par la voix de Coralie disant, après le dîner de répétition, plus rien de tout ça n'aura d'importance. Tout sera terminé. Je me suis tournée vers Armand. J'ai une question pour vous, Armand. Et pour vous aussi, Coralie. Que se passe-t-il après le dîner? Qu'est-ce qui doit être terminé ce soir? Le silence était assourdissant. Le piège s'était refermé. Coralie était piégée, son visage déformé par la rage. C'est son père qui a craqué le premier. Il s'est levé, tremblant, et a avoué d'une voix brisée, l'équipe de démolition, elle est programmée pour minuit. Elle pensait que si la maison était déjà à terre, il n'y aurait plus rien à contester. Un hoquet de stupeur a parcouru l'assemblée. Ils allaient raser ma maison. Cette nuit. Pendant qu'ils célébraient. Le summum de la cruauté. Le rideau était tombé. La pièce était terminée. Et les acteurs principaux étaient exposés sous une lumière crue et impitoyable. La révélation du plan de démolition a été la détonation qui a fait exploser la salle. Ce qui était une réception chic s'est transformé en une scène de chaos et d'accusation. Les investisseurs, se sentant floués et associés à une fraude, se sont levés, furieux, demandant des explications à Armand. Les membres du conseil d'administration se sont regroupés dans un coin, parlant à voix basse avec Inès, leur visage grave. Armand, livide, a attrapé le bras de Coralie. « Tu avais prévu de faire ça? Cette nuit? Sans m'en parler? Tu m'as menti. Tu m'as menti surtout. C'était pour nous. Pour notre avenir, a-t-elle crié, sa voix devenant stridente. Il n'y a pas de « nous », a-t-il répondu, sa voix glaciale, chaque mot pesé. L'accord immobilier est annulé. Et le mariage aussi. Pendant ce temps, mon père s'était approché des documents, les lisant et les relisant comme s'il ne pouvait pas croire ce que ses yeux voyaient. Ma mère, elle, s'est avancée lentement vers Coralie, le visage ravagé par le chagrin et la trahison. Pourquoi, a-t-elle murmuré, une question simple qui contenait le poids de toute une vie de confiance brisée. Nous t'aimions comme notre propre fille. Pourquoi nous faire ça? Pourquoi faire ça à Elara? C'est là que le masque de Coralie s'est finalement fissuré, révélant la laideur qu'il cachait depuis si longtemps. Elle a ri, un rire hystérique, plein de mépris.
Pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi? A-t-elle hurlé, attirant l'attention de toute la salle. Parce qu'elle a toujours tout eu. Toujours. La maison de grand-mère, l'attention de grand-mère, le stupide médaillon. Elle se pavanait avec son talent, son art, pendant que moi, je devais me battre pour tout ce que j'avais. Cette maison aurait dû me revenir. C'était mon dû. Sa haine, sa jalousie, accumulée depuis l'enfance, se déversait enfin, brute et sans phare. C'était pathétique et terrifiant à la fois. Je me suis approché d'elle, calmement. Ce que j'avais, Coralie, ce n'était pas tout. C'était le respect. Le respect pour notre grand-mère, pour son histoire, pour cette maison. C'est quelque chose que tu n'as jamais compris et que l'argent ne pourra jamais acheter. C'est à ce moment-là que les portes du restaurant se sont ouvertes. 2 policiers en uniforme sont entrés, suivis d'un inspecteur en civil. Inès avait tout prévu. L'inspecteur s'est dirigé vers notre groupe. Nous avons reçu des informations crédibles faisant état de fraude, de falsification de documents et de planification de destruction de propriétés. Nous allons devoir emmener plusieurs personnes au poste pour les interroger. Le regard de Coralie s'est posé sur moi. Ce n'était plus de la haine. C'était la promesse d'une guerre sans fin. Mais en voyant les policiers s'approcher d'elle et de son père, j'ai su que cette bataille, au moins, était terminée. Je n'ai ressenti aucune joie, aucune jubilation. Seulement un immense soulagement, et une profonde tristesse. Le soulagement de savoir ma maison sauvée. La tristesse de voir jusqu'où la jalousie pouvait mener, réduisant une famille en cendres et en poussière. Alors que Coralie était escortée dehors, passant devant moi, mon père s'est approché. Il n'a rien dit. Il m'a juste prise dans ses bras, une étreinte maladroite, pleine de regrets. Et il a murmuré dans mes cheveux, sa voix brisée par l'émotion, « C'est ta maison, Elara. Elle l'a toujours été. Pardonne-nous. » Ce n'était pas encore le pardon. Mais c'était un début. Le début de la reconstruction, sur les ruines de notre famille. Les jours qui ont suivi le dîner ont été un tourbillon. L'affaire a fait grand bruit dans le petit monde de l'immobilier lyonnais. La presse locale a publié quelques articles discrets sur la suspension d'un projet de développement majeur suite à des irrégularités. Le nom de la société d'Armand était sali, mais Inès, nommée PDG par intérim par un conseil d'administration en panique, a géré la crise avec une main de fer. Elle a immédiatement annoncé un audit interne complet et a publié un communiqué s'engageant à un développement éthique et respectueux du patrimoine. Coralie et son père ont été inculpés pour fraude, falsification et tentative de destruction de biens. Face aux preuves accablantes, ils ont plaidé coupables pour éviter un procès public et ont écopé de peines de prison avec sursis et de lourdes amendes. Coralie a disparu de nos vies, un fantôme dont on ne prononçait plus le nom. Ma vie, elle, a lentement commencé à reprendre son cours, mais quelque chose avait changé. La maison, bien que sauvée, portait encore les cicatrices de la bataille. Les croix rouges sur les murs, la fenêtre brisée, et surtout, le vide laissé par la confiance perdue. Mes parents ont essayé de se racheter. Ils venaient presque tous les jours, apportant des plats cuisinés, proposant leur aide. Au début, j'étais distante. Le pardon n'est pas un interrupteur. Mais je les voyais, sincèrement repentis, essayant maladroitement de reconstruire les ponts qu'ils avaient eux-mêmes brûlés. Un après-midi, ils sont arrivés avec des cartons remplis de vieilles photos de famille et d'albums de ma grand-mère qu'ils avaient gardés au grenier. Nous avons passé des heures à les regarder ensemble, en silence, laissant les souvenirs parler pour nous. C'était une thérapie. Un samedi matin, une camionnette s'est garée devant chez moi. Bastien en est descendu, suivi, à ma grande surprise, d'Armand. Il transportait des outils, des pots de peinture, du bois neuf. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, a commencé Bastien, c'était son idée. Armand s'est approché, l'air humble, loin de l'homme d'affaires arrogant que j'avais rencontré. Je ne peux pas effacer ce qui s'est passé, Elara. Mais je peux aider à réparer les dégâts. Considérez ça comme la première étape de mes excuses. Je vous le dois. J'ai hésité. Puis j'ai hoché la tête. Nous avons passé le week-end à travailler. Nous avons remplacé la fenêtre, poncé les murs pour effacer les dernières traces des croix rouges, repeint le salon. Le travail physique était cathartique.
Il y avait quelque chose de profondément symbolique à réparer, à reconstruire de nos propres mains ce qui avait été si violemment attaqué. Le moment le plus émouvant a été lorsqu'Armand, qui s'était découvert un talent pour le travail minutieux, s'est assis avec moi dans l'atelier. Il m'a regardé trier les morceaux de la boîte à musique. « Est-ce qu'on peut la réparer » a-t-il demandé doucement. « Je ne sais pas » ai-je répondu honnêtement. « Le mécanisme est très endommagé. Mais je vais essayer. » Il est resté avec moi, me tendant les outils, m'aidant à identifier les plus petits fragments. Il n'y avait pas de romance, pas de sous-entendu. Juste deux personnes, essayant de réparer quelque chose de cassé. En le regardant se concentrer, j'ai compris que lui aussi, à sa manière, essayait de se reconstruire. Lentement, la maison a retrouvé son âme. Mais ce n'était plus tout à fait la même. Elle était plus forte. Ces nouvelles fondations n'étaient pas faites de pierre et de ciment, mais de vérité, de regret et d'un pardon difficilement gagné. 3 mois plus tard, à l'arrivée du printemps, les glycines du jardin étaient en fleurs. La maison était plus belle que jamais. La fenêtre était neuve, les murs immaculés. Et sur la cheminée du salon, la boîte à musique de ma grand-mère, restaurée, jouait de nouveau sa douce mélodie. La musique n'était pas parfaite, elle hésitait parfois, comme une cicatrice audible, mais elle était là. Vivante. J'ai décidé d'organiser une fête. Pas une fête d'anniversaire. Une fête pour la maison. Une célébration de sa résilience, de sa nouvelle vie. Le jardin était rempli de monde. Mes vrais amis, Manon en tête. Ma famille, mes parents et Bastien, leur sourire moins fragile qu'avant. Monsieur Pagnol, qui m'a apporté une part de sa fameuse tarte aux pralines. Et même Inès, qui était devenue une amie inattendue. Elle a annoncé que sa société allait créer une fondation pour la préservation du patrimoine architectural de la Croix-Rousse et que le premier don irait à l'association des artisans du quartier. Je me tenais sur le perron, regardant tout ce monde rire et discuter. Mon père racontait une vieille histoire sur la maison à un groupe d'amis. Ma mère partageait une recette avec Madame Fournier. Bastien jouait avec les enfants du quartier. La maison respirait. Elle était remplie de vie, exactement comme ma grand-mère l'aurait voulu. Monsieur Pagnol s'est approché de moi. « Vous voyez, mademoiselle Elara » a-t-il dit en regardant la scène. « Une maison, ce ne sont pas que des briques. C'est un cœur. Et le cœur de celle-ci bat très fort aujourd'hui. Il a choisi la bonne gardienne. » Ces mots m'ont touché profondément. J'ai touché le médaillon autour de mon cou. J'avais gagné plus qu'une bataille pour une propriété. J'avais redécouvert le sens du mot « foyer ». Un foyer, ce n'est pas seulement un lieu sûr. C'est un endroit où la vérité peut être dite, où les blessures peuvent guérir, et où l'amour, même après avoir été brisé, peut être patiemment reconstruit. La musique de fin commence, douce et pleine d'espoir. Cette maison m'a appris que les fondations les plus solides ne sont pas en béton, mais en vérité et en amour. Parfois, il faut se battre pour ce qui nous appartient, non pas pour la valeur matérielle, mais pour l'histoire qu'il contient. Cette épreuve a été la plus difficile de ma vie, mais elle m'a rendue plus forte, et elle a finalement ressoudé ce qui comptait vraiment. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et j'aimerais beaucoup lire vos propres expériences. Avez-vous déjà dû vous battre contre une injustice au sein de votre propre famille? Avez-vous déjà ressenti une trahison aussi profonde? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Parfois, le simple fait de partager nos fardeaux nous aide à les rendre plus légers. Prenez soin de vous.